Bonjour et merci de nous suivre. Il aura été l'homme politique qui a marqué ces 30 dernières années l'histoire politique du Burkina Faso. Salif Diallo, véritable bête politique, était aussi une personnalité controversée et un révolutionnaire au projet souvent titanesque. Salif Diallo s'en est allé et malheureusement ce matin du 19 août à Paris. Et pour revenir sur le parcours de l'homme, je suis avec le professeur Jean-Marc Palme, historien-chercheur à la retraite. Bonjour. Bonjour. Merci de venir parler de l'homme politique, mais aussi de la personnalité de Salif Diallo. Également avec nous sur ce plateau, Issa Dominique Konaté, économiste, conseiller spécial à la présidence et troisième vice-président du mouvement du peuple pour le progrès. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Professeur Jean-Marc Palme, vous êtes historien-chercheur, mais vous avez été également un compagnon de lutte de l'homme disparu aujourd'hui. Salif Diallo, en deux mots, si on doit le définir. Merci, Kino. Moi, je connais Salif Diallo en 1979, après les événements que l'université de Ouagadougou a connus. Il était un des responsables de l'AEVO. En 1979, sous la Troisième République, les étudiants ont fait un vaste mouvement et le gouvernement a eu la main extrêmement lourde. Et c'est comme ça que j'ai connu Salif qui est venu à Bobo. Moi, j'étais enseignant au lycée voisin Koulibaly de Bobo-Guilasso. C'est donc dire que Salif et moi, on s'est connus dans l'action et dans la lutte. Et vous me dites qui était Salif Diallo, je peux vous dire simplement ceci. Salif Diallo, c'était un homme de conviction, un homme pragmatique et quelquefois même volontariste. Mais comme lui-même il disait, il a aussi son caractère. Oui, on va y arriver. Issa Dominique Konaté, je le disais tantôt, vous êtes troisième vice-président du mouvement du MPP. Et pour vous, qui était Salif Diallo? Mais je voudrais dire d'abord que nous déplorons aujourd'hui un grand homme, un grand patriote, un homme de conviction, et également un homme qui avait des relations sociales très fortes. C'est pour ça que dès que nous avons appris ce matin, nous avons pensé d'abord à son épouse, Chantal, à ses enfants, à sa maman qui est toujours en vie à Waïgouya, à toute sa famille au sens strict et au sens large, parce que pour moi, la grande famille des Salif, c'est également le MPP avec tous ses militants. C'est également, j'allais dire, d'une manière ou d'une autre, l'ensemble des acteurs politiques et sociaux de ce pays-là qu'il côtoyait. Je crois que les témoignages qu'on a entendus depuis ce matin montrent que socialement, il était en contact avec toutes les différentes composantes. Et j'allais dire que ma dernière action avec lui ici, il y a 2 semaines à peine, quand il est parti pour la finale de la Coupe de l'Assemblée, à Bobo. Il a profité pour coupler ça avec une visite de la région des Cascades et des Hauts-Bassins. J'étais à ses côtés avec les différentes rencontres qu'il avait, les amis politiques, les structures politiques du parti, à un rythme tout à fait effréné. Et je lui disais, écoute, ça, il faut te ménager, ta santé là, c'est important. On sentait visiblement parfois qu'il était fatigué. Je lui ai dit, écoute, il faut qu'on soit avec les camarades. Et je dois dire que malgré les avis de ces médecins, le lendemain de la coupe, il a tenu à faire presque 700 km de pistes à travers la Komoui, la Leraba et le Kénédougou pour marquer des étapes et rencontrer les uns et les autres. Avant ça, une semaine avant, il était au nord, au niveau de la région du Sahel. Et avant ça, il était encore... Je dis, c'était un homme à la fois d'action qui avait comme une boulimie de voir des réalisations très rapides s'opérer pour faire face aux aspirations de ce pays-là. Oui, professeur Jean-Marc Palme, on l'a vu, on le savait, d'une santé fragile,
mais on ne s'imaginait pas que les choses allaient se passer ainsi. Oui, c'est vrai, c'est pratiquement le ciel qui nous tombe sur la tête hein, avec cette nouvelle ce matin. Bon, on le savait, il se sentait fragile, on le savait pas totalement une santé de jeune homme, mais on ne se disait pas que cette fin allait survenir. La dernière fois que je l'ai vu, c'est avant qu'il ne parte, et je lui disais, bon, ménage-toi, parce que tu commences à... ça commence à bien faire, tu as un ensemble d'actions, ça ne peut pas continuer, tu n'es pas une machine. Regarde-toi, regarde comment tu es. Tu es totalement fatigué. Il me dit non, bon, qu'il va partir. C'était la veille de son départ. Il va partir en France, il va aller faire un chèque en Tunisie, il va continuer en France, se reposer. Bon, c'est vrai que la nouvelle nous surprend. Malheureusement, c'est une très grande perte pour la classe politique burkinabé. C'est une grande perte pour le MPP. Mais je pense que les militants du MPP sauront transformer leur douleur en force. Parce que il faut que l'action de Salif soit poursuivie. Et il faut que ce pourquoi il se battait, ce pourquoi il a laissé sa vie, soit poursuivi. Et je pense que les militants du MPP sauront faire face. Justement, ce pourquoi il s'est battu, on l'a vu, sa carrière politique commence dans les années 80 avec le Conseil national de la Révolution, mais bien plus avec le Front populaire, puisqu'il est rentré d'études dans les années 85 et il a automatiquement intégré les structures politiques de l'époque. Oui, effectivement. Salif est venu et il a commencé comme assistant de Blaise Compaoré, qui était ministre d'État à la présidence, ministre de la Justice. Et c'est à ce poste-là qu'il a fait ses premières armes, qu'il a intégré donc, disons, la fonction publique et qu'il a commencé à travailler. Mais en même temps, il était effectivement dans l'action politique parce que le groupe que nous avions formé à l'époque, qui comprenait entre autres Issa Dominique Konaté, moi-même, et des camarades comme Zampalé Grisa, Salif avait intégré. Et nous étions membres du CNR, donc on avait un ensemble d'actions sur le terrain. Et c'est comme ça que, de manière pratique, sur le terrain politique, Salif également s'est engagé aux côtés de l'organisation à laquelle il appartenait. Et par la suite, sous le Front populaire, il est devenu le directeur de cabinet du président et il a lutté d'arrache-pied pour que la situation qui avait prévalu avant ne puisse pas être un préjudice pour le développement du peuple burkinabé. Et c'est ainsi que, bon, il a poursuivi son action avec le président Blaise Compaoré et il était au four et au moulin. Et ce que je peux dire avec Blaise Compaoré, Salif était un partenaire loyal. Et c'est ce qu'il faut retenir de l'homme, sa loyauté et sa fidélité, lorsqu'il croyait à une cause. Et lorsque aussi il n'était pas convaincu, là il s'assumait et disait ce qu'il pensait. Par exemple, en 2005, lorsqu'il était directeur de campagne du président, qui se représentait, il lui a dit, après cette campagne, je pense, Excellence, qu'il est temps que vous reposiez, ne vous présentez plus. Ça a été justement un des griefs, parce que la suggestion n'a pas du tout été appréciée. Et après la campagne, le président était élu. Mais comme ce n'était pas les desseins du président, c'est ça qu'il a payé un peu le prix. Avec son limogeage. Voilà, en 2008. En 2008, le remaniement, à une nuit de Pâques, il a été le mouton de sacrifice. Et là, l'histoire raconte que apparemment les choses se sont vite déroulées, puisqu'à 20h, il était sur la télé, sur le plateau de la télévision. À 20h, il était à la télé pour exposer la politique agricole, et à 22h, disons, la décision tombait. Il était le seul ministre qui avait été débarqué du gouvernement. Bon, apparemment, cette histoire est quelque peu floue, quelque peu pas très nette, parce que
c'est pas évident que ce soit le président Blaise qui est venu sa tête, qui ait voulu sa tête, mais plutôt d'autres personnes, y compris dans l'entourage familial du président, qui a voulu sa tête. Oui. Issa Dominique Konaté, vous l'avez connu comme camarade de lutte, puisque vous avez créé le GDR, C'était le GCB. les GCB ensemble, et c'est un homme qui aura servi Blaise Compaoré. C'est un homme qui aura servi un système. Je crois que Salif n'est pas homme à servir un homme. C'est ma conviction. Parce que tout ce qui m'a marqué jusque-là dans son action. Et encore hier, mon dernier entretien avec lui date d'hier à 12h56. Quand je l'ai appelé, il me dit, je rentre demain. J'ai dit, attends, il faut te reposer un peu. Il dit, non, avec la situation, il faut que je rentre. Ça, c'était 12h56. Je ne m'attendais pas. Et ce n'est pas quelqu'un qui s'attendait à partir aujourd'hui pour ça. Alors, donc, je crois que ce n'est pas un homme à servir un individu. C'est un homme à servir une cause et des convictions. Et je crois que c'est ça qui fait la différence, généralement, entre les leaders. Et je crois que c'est un jeune frère, aujourd'hui, qui nous a dévancés, mais que nous avons connu dans le cadre de la lutte depuis le front syndical, j'allais dire étudiantin, nous on avait commencé à travailler. Mais il a toujours été passionné des questions de formation politique. L'angle sous lequel, en fait, il est rentré en rapport avec l'ancien président, c'était tout simplement un élément qui avait été recruté pour aller s'occuper des cours de formation politique et idéologique au niveau de l'armée en tant que tel, et notamment du camp du SNEC à Pau. Et je me rappelle qu'il venait de temps à nous consulter pour voir par rapport à un certain nombre de cours qu'il préparait. Donc la question de la formation idéologique et la conscience politique et, je veux dire, et sociale. J'ai également un homme pragmatique. Tout à l'heure, le professeur Jean-Marc a parlé de son passage au ministère de l'Agriculture. Alors l'autre jour, pendant la campagne passée, on était arrivé à Bama, et puis dans la région de Bobo, il y a des tracteurs qu'on appelait les tracteurs Salif Diallo. Ça veut dire que dans l'esprit, je veux dire, de la classe paysanne, là, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué par son volontarisme et par ainsi de suite. Donc, je retiens ça. J'ai réagi un peu sur ça. Parce qu'un jour, j'étais allé dans son bureau lorsqu'il était au ministère de l'Agriculture. Et le soir, il me dit, écoute, grand frère, il y a un vieux là qui est là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Bon. Il dit, mais attends, Salif. Il a voulu, bon, donner quelque chose au vieux. J'ai dit, non, Salif, c'est maladroit. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Fais-le rentrer. Le vieux rentre. Il avait 1 million. C'était au moment où il a lancé la culture de contre-saison. Le vieux dit non. Lui, avec cette politique-là, il a de l'argent. Voilà. C'est Salif qui lui a permis d'avoir. Il vient lui aussi le remercier avec ça. Salif dit non. Je dis Salif, un vieux qui fait ses déplacements, tu ne peux pas dire non. Prends ne serait-ce qu'un billet. Il sera content. Parce que cette démarche-là, ça lui tenait vraiment à cœur. Et il a attendu pratiquement toute la matinée pour pouvoir le voir. Donc, c'est vous dire comment son action au niveau de l'agriculture a frappé les gens, a frappé les paysans. Oui, on le dit également, l'idéologue du Front populaire. Oh, vous savez, on a fabriqué pas mal d'idéologues aussi à l'époque. Hein? Idéologues. On a accusé le JC d'avoir été à l'origine du Front populaire et d'être idéologue du Front populaire. Disons que c'est un camarade qui avait une très grande contribution dans les réflexions. Bon, et Salif était un homme de grande culture politique. Ça, il faut le reconnaître, parce qu'il aimait lire, il aimait discuter. Et c'est ainsi que il y a eu une certaine contribution assez importante à la marche du Front populaire. Et par la suite, avec Blaise Compaoré.
Et ensuite, on a cheminé vers la création de l'ODPMT et plus tard du CDP. Bon, la création de l'ODPMT, disons que, je ne dirais pas qu'on a eu des divergences, mais en fait, le processus de création de l'ODPMT ne nous agréait pas. Parce qu'on était arrivé à ceci, toutes les organisations qui étaient membres du Front populaire ont été saucissonnées, et ce sont les différents morceaux saucissonnés qui ont été regroupés pour créer l'ODPMT. Nous avons dit à l'époque à Salif, tu es directeur du cabinet du président, tu es au courant d'un certain nombre de choses, et nous savons ce qui peut être fait. Reste. Nous, on ne part pas à l'ODPMT, mais reste. Parce que nous savions ce qui pouvait arriver. Et nous avons même, voilà, il s'est pronostiqué une durée de vie de 6 ans pour l'ODPMT. Parce que tel que le processus avait été engagé, il était difficile. Vous ne pouvez pas créer une organisation où il y a la haine, où il y a des rivalités entre les camarades et entre les différentes organisations qui sont venues. C'est pas tenable. Et c'est là où, par la suite, le président a compris que son affaire ne tenait pas tellement. Et il allait donc, avec d'autres objectifs en vue, à la création donc, du CDP, qui rassemblait beaucoup plus large. Oui, et Issa Dominique Konaté, durant tout ce temps, vous avez été toujours aux côtés de Salif Diallo, vous avez toujours été amis, camarades de lutte. Disons que sur le plan social, et je reviens un peu de le côté social de l'homme, que les gens ignorent souvent. On voit l'animal politique, on ignore parfois l'homme social. Le dernier événement social qui nous a unis, c'était au mariage de mon dernier fils. C'était le 8 juillet, et il était là avec son épouse, avec même des amis à l'international comme Batili, professeur Batili, le Sénégalais, et qui se sont retrouvés à accompagner, parce que c'est des enfants qu'il a vu grandir, qu'il tenait souvent dans ses bras. Mais je dis, il y a ce volet social et ce volet de relations humaines qui est important, qui fait partie de l'esprit réel de camaraderie, quelles que soient les divergences qu'on peut avoir d'appréciation politique. On n'a pas toujours été d'accord. On n'a pas toujours été ensemble. Il a parlé tout à l'heure de la création de l'ODPMT. Je faisais partie de ceux qui n'ont pas suivi. Ça nous a valu tous de quitter le gouvernement à l'époque, en 89. Pas de problème. Mais après, à tous les moments importants de la vie politique et sociale de ce pays-là, tous les gens qui sont animés de bonne volonté et qui veulent, en patriote, contribuer pour ce pays-là, objectivement, ils se retrouvent. Ils se retrouvent, et c'est là l'une des leçons. Et pouvoir se remettre en cause, pouvoir reconnaître les erreurs qu'on a pu commettre à un moment donné et voir les tendances essentielles, qui est l'intérêt fondamental du pays et des populations pour se nourrir autour de l'essentiel. Je crois que ça, c'était un des aspects qu'il arrivait à faire avec des compromis nécessaires, mais chacun avec son tempérament. On est de tempéraments différents et on est fait pour se compléter justement dans la vie en tant que tel. En 2003, il devient le vice-président du CDP. Il prend en quelque sorte les rênes du parti apparemment qu'il a travaillé à mettre en place dans l'ombre. Qu'il n'a pas travaillé à mettre dans l'ombre, ça n'a pas été un travail tellement, j'allais dire, clandestin. Je veux dire, il y a les réalités objectives. Tous ceux qui étaient engagés depuis le processus de la révolution, la RDP, et qui ont accompagné à des niveaux donnés, et ont assumé des responsabilités à un niveau de l'État. Je veux dire, par rapport aux tendances d'évolution sociale, avec les dérives qu'on connaissait, je veux dire, les lignes de démarcation, là, elles bougent. Et les gens se retrouvent. Je crois que ce n'est pas donc un travail dans l'ombre, c'est avec tous les autres camarades. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, le camarade Simon Compaoré, et tous les autres camarades, chacun
qui ont eu à assumer des responsabilités, qui se sentent interpellés. Il y a un devoir de réconciliation avec l'histoire. Et une deuxième mission, d'ouvrir de nouvelles perspectives pour cette jeunesse qui, à l'âge où nous étions jeunes, on a rêvé d'un Burkina meilleur. Et aujourd'hui, je crois que c'est les deux tandems importants sur lesquels on a fondé ce parti, et ça faisait partie de ceux qui animent ce courant-là. Un, d'abord, nous réconcilier avec l'histoire pour rectifier les choses. Deuxièmement, il faut donner de nouvelles perspectives à la jeunesse. Et c'est les deux fondements de ce parti. Et en 2008, professeur Jean-Marc Palme, il tombe en disgrâce avec le président Compaoré. Et on aurait soupçonné aussi, comme vous l'avez dit, une part des relations familiales autour du président, mais aussi d'autres personnalités tout autour du président Compaoré. Oui, bon, vous savez, Salif gênait un peu, il dérangeait, hein, parce qu'en fait, de par son franc-parler, tout le monde n'aime pas ça. Et il n'hésitait pas à donner son sentiment, son point de vue, à toute personne, quelle qu'elle soit. Hein. Je vous disais tout à l'heure, en 2005, il a osé dire au président Compaoré, bon, après ça, s'il te plaît, président, c'est pas la peine de te présenter, quoi. Donc, elle liait ça un peu à des traits culturels, souvent ceux du... Oui, c'est les yatés qui réagissent un peu comme nous, les lobbies, quoi. Comme sont nos petits-fils. Bon, ça dit bon. Au moins, quand tu pratiques, tu sais ce qu'ils pensent et tu sais quels sont ses points de vue. C'est pas caché. Là, au moins, tu sais à quoi t'attendre. C'est clair et c'est net. Mais, bon, tomber en disgrâce, oui, un peu. Puisque le président Compaoré l'a envoyé quand même en ambassade. Mais il y a une chose que les gens ignorent. Quand Salif est revenu de l'ambassade, il a fait 1 an sans salaire. 1 an. Et c'est des amis étrangers qui sont allés voir le président Blaise pour lui dire, mais attends, c'est une punition, c'est quoi? Comment tu peux laisser quelqu'un qui a joué un petit grand rôle auprès de toi, qui t'a beaucoup aidé, 1 an, tu ne lui donnes pas de salaire? Et vous connaissez la réponse du président? Ça veut dire qu'il était bel et bien au courant. Il dit, oh, ça ne fait pas exactement 1 an. Vous voyez un peu? C'était planifié, voulu. Mais peu de gens le savaient. Sauf quelques proches qui savaient quelle est la situation qu'il vivait. Et comme lui-même il dit qu'il ne peut pas se fâcher avec sa femme parce qu'il vit au congé de sa femme, c'est elle qui le nourrit maintenant. Vous voyez un peu? Il prenait ça, il plaisantait avec. C'est pour dire que c'était quelqu'un de déterminé et qui savait faire face aux défis, quels que soient les problèmes. Et comme l'a dit Salif, un des traits de Salif, c'est les relations sociales. Les rapports, soit avec les anciens camarades, soit même avec ses anciens copains, étaient les mêmes, quelles que soient les divergences. Il avait profondément ce côté humain. Il était humain. Il était très humain. Maintenant, sur le plan politique, il avait ses objectifs, il était ce qu'il était. Et donc entre 2008 à 2014, c'était toujours le divorce et finalement, il a créé, et avec d'autres camarades, Rochma, Christian Kaboré et Simon Compaoré, le MPP, qui est aujourd'hui le parti au pouvoir. Disons que le marketing politique a voulu qu'on mette ces trois-là devant. C'était du marketing politique. Mais la réalité, voilà ça. La création du MPP n'est pas un phénomène spontané. Ça a été préparé. Il y a eu des discussions avant. Jusqu'à ce que les 75 membres du bureau politique du CDP démissionnent. Donc, c'est le travail d'un ensemble de camarades qui a amené à la création du MPP. Mais pour des raisons de marketing politique, ces trois ont été mis en avant. Le jour où ces trois démissionnaient, ils avaient la liste des 75. Mais on a préféré mettre ces trois en exergue, comme je dis, pour des questions de marketing politique. Et le lendemain, on a publié tout le reste. C'est pour dire que Saïf a un ensemble de camarades pour justement rectifier, enfin,
Donc, il n'était pas de ceux qui travaillaient seuls, non, en équipe. Non, il ne travaille pas seul, il travaille en équipe. Je me rappelle un jour avec Issa et lui, il disait, mais c'est nous qui avons aidé Blaise, mais comment nous pouvons faire pour, disons, rectifier les choses? Le chasser. Non, pas le chasser. Comment nous pouvons faire pour rectifier les choses? Parce que nous sommes allés avec lui le cœur blanc, sur la base de conviction et sur la base de ce qui avait été dit. La rectification, l'approfondissement de la révolution. C'était les premiers mots. Mais nous avons vu par la suite comment ça a évolué. Et on s'est demandé comment, pas le chasser, comment nous pouvons replacer le Burkina dans l'optique pour laquelle nous avons lutté. Et lorsqu'on a créé le MPP, c'était un peu en droite ligne donc de cette action de rectification, en quelque sorte, la rectification. Et la suite, on la connaît. Après, il y a eu des élections et aujourd'hui, voilà. Il est élu président de l'Assemblée nationale. Et voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que Salif n'hésitait pas à faire des sorties que beaucoup n'appréciaient pas. Mais en fait, il jouait un rôle de veille. Lorsqu'il estimait que les objectifs pour lesquels nous avons été élus, nous sommes arrivés au pouvoir, n'étaient pas tenus tellement en compte, il faisait des sorties. Certains pouvaient penser que c'était maladroit, mais en réalité, il était dans son rôle. Il était dans son rôle de veille et de rappeler au gouvernement, voilà ce pourquoi nous avons été élus. Donc, on pensait qu'il jouait le rôle de l'opposition, parce qu'il a pensé qu'on allait avoir une opposition assez agressive sur tous les fronts, et finalement, on a une opposition qui a tendance à caresser l'animal dans le sens du poil, et certains observateurs estiment que Salif Diallo, à l'Assemblée nationale, jouait souvent ce rôle de titiller l'exécutif. Non, il titillait l'exécutif parce que, comme je dis, il était dans son rôle. Hein. Le rôle du Parlement, c'est quoi? C'est surveiller les actions du gouvernement. Et en tant que camarade, en tant que responsable de la nouvelle situation, il était obligé de jouer un rôle de veille. Il était obligé de rappeler, de tirer souvent la sonnette d'alarme. C'est tout. Il ne jouait pas à l'opposant. Oui. Et donc, Issa Dominique, on l'a vu, il était à la fois le faiseur et le chasseur de président, si on peut le dire ainsi. Non. Je pense que l'heure n'est pas aux caricatures. Non. Et sincèrement, l'histoire, les historiens sont là, permettra de révéler ce que chacun est réellement. Mais je crois que le plus important, c'est de retenir que c'est effectivement un homme de conviction et également un homme d'action. Et que son tempérament spécifique pouvait donner lieu à interprétation de certains de ses actes. Mais je veux dire, il est important de savoir qu'aujourd'hui, dans la situation, comme je dis, la première préoccupation qu'il avait hier, malgré son état fragile, il dit qu'il revient. C'est parce qu'il sait que le pays est dans une situation difficile après les attentats du 13. Et c'est son sens de devoir-là qu'il interpellait, qui dit, je rentre à côté des camarades qui sont là, le président Roch, le président Simon Comporé et tous les autres camarades. Je n'ai pas le droit d'être, de me tenir loin. Je vais rentrer. Malheureusement, il n'a pas pu faire le parcours pour être là. Mais je crois qu'au-delà de ça, donc ce n'est pas une question de faiseur ou de défaiseur, mais c'est une question que nous devons, et c'est ça la ligne politique du parti, enseigner à cette jeunesse qu'il y a des valeurs qu'il faut défendre. Et il faut savoir les défendre avec conviction. Et que, également, il y a une certaine éthique qui doit guider l'action. Et de ce point de vue, nous n'avons pas le droit de regarder uniquement nos intérêts personnels. On doit regarder l'intérêt général et puis que chaque génération s'assume pleinement. Oui, et on l'a vu également, vous l'avez évoqué, il a été ministre de l'Agriculture et ensuite ministre de l'Agriculture, de l'eau et des ressources halieutiques. Et à ce niveau, on l'a senti véritablement, les lignes ont bougé dans ces différents secteurs ruraux.
ça a bougé effectivement. C'est vrai que les contextes évoluent. Dans les contextes, j'allais dire, des états d'exception ou de révolution, il y a un certain nombre de décisions qu'on doit. Mais ce peuple a choisi la voie démocratique. Et le contexte nouveau fait qu'il y a un certain nombre de méthodes de volontarisme que nous ne pouvons pas amener dans la conduite des affaires au risque de faire des dégâts collatéraux. Donc, il est normal qu'effectivement la direction politique donne le ton, mais il est important de comprendre que c'est un rôle d'accompagnement également, de soutien de l'exécutif qui doit tenir compte dans les conditions juridiques actuelles de l'état de droit d'un certain nombre de méthodes. Je crois que c'est ça. Moi, c'est l'échange le plus riche que j'avais avec le camarade Salif, c'était autour de ces questions. Je dis, c'est bien, cette volonté, mais regardons pratiquement dans le contexte actuel de l'état de droit, comment on peut réaliser ça. Et ça, je pense que c'est le chantier qui reste ouvert. Oui, et en tant que ministre de l'Agriculture, de l'eau, des ressources halieutiques, on a des projets comme le barrage de Samadeni, on a des projets comme le barrage de Naré, l'empoisonnement, on a la gomme arabique, beaucoup de projets qu'il a initiés avec vraiment des idées révolutionnaires. Non, des idées novatrices. Oui, je vais revenir peut-être sur l'histoire de la gomme arabique. Une petite histoire. Moi, j'ai commencé à travailler à l'Office du commerce extérieur en 1977. Une des premières études que j'ai faites, c'était sur le potentiel de production et d'exportation de la gomme arabique. Donc, quand Salif est arrivé au ministère et qu'il dit, ah, il a trouvé ça, je lui ai demandé d'aller chercher le rapport d'une mission qu'il a fait en 1978 dans le Sahel sur ça. Il dit, mais pourquoi les gens ont laissé dormir ça dans les tiroirs? J'ai dit, mais malheureusement, parfois, il y a des choses qu'on avance un peu trop tôt. Il faut savoir les sortir au moment où il le faut. Enfin, c'est une petite anecdote personnelle qui me touche, mais qui montre que, je veux dire, et c'est ça, les messages qui nous laissent sans doute. C'est peut-être trop, on est trop à chaud pour pouvoir tirer des enseignements. Mais c'est de pouvoir aller chercher les bonnes idées et de pouvoir les mettre en œuvre pour transformer la réalité des conditions de vie de cette population. Justement, ces bonnes idées qui changent les conditions de vie, par exemple la culture de contre-saison. Avant, le paysan, il finit les 2 mois ou 3 mois de saison pluvieuse, il attend la saison prochaine. Et aujourd'hui, grâce à des initiatives qu'il avait lancées en son temps quand il était ministre de l'Agriculture, aujourd'hui, les paysans ont 2 saisons dans l'année. Et donc, on peut le dire, son action aussi a été significative dans l'avancement de ce monde rural. Oui, mais il faut dire que Salif, quel que soit le poste qu'il occupait, sa préoccupation, c'était faire au mieux pour le bonheur des populations. Et ça qui l'amène à trouver des idées novatrices et à trouver un certain nombre d'actions qui permettaient justement d'améliorer le quotidien des gens. Et sont de cela, ce que vous venez de citer tout à l'heure, sont de cela aussi, même sur le plan politique, l'action de Salif. Contrairement à ce qu'on dit, Salif n'était pas, c'était sectaire. Hein. Les discussions que Salif avait avec les différents milieux, aussi bien les milieux sociaux que les milieux politiques, étaient extrêmement élargis. Parce que justement, il avait cette vision, cette volonté de rassembler pour qu'on puisse aller justement à la construction d'un Burkina nouveau. Comme disait Issa tout à l'heure, parfois, il acceptait certains compromis. Et entre nous, parfois, la discussion était très chaude. Hein. Issa est là. C'était même très violent. Mais il avait cette humilité-là aussi. Si après, il se rendait compte qu'il était dans l'erreur, de le reconnaître. Oui, et donc, Issa Dominique Konaté l'a dit, c'était à la fois l'homme politique, c'était ce personnage adulé, et parfois contesté, mais c'était avant tout un humain. Humain, un humaniste qui croit aux valeurs fondamentales de l'humanisme. Et ce qui constitue le glissement, je veux dire, de notre histoire, où de la jeunesse, on était dans les mouvements, j'allais dire d'extrême gauche, pour revenir à la social-démocratie, ces valeurs fondamentales qui fondent
en fait, c'est l'humanisme et qui ne sont pas l'apanage d'une seule nation, d'un seul pays. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le courant de sympathie qui se manifeste depuis l'annonce de la nouvelle, tous les échos que nous avons, tous les appels que nous recevons à travers le monde montrent que justement cet humanisme-là, qui est le fondement de l'action politique et puis également de l'action concrète de notre regretté Salif, est quelque chose de partagé. Et donc, Jean-Marc Palme, l'homme dur est aussi un agneau quelque part. Dur apparemment. Bon, c'est une carapace aussi qu'il était obligé de se donner publiquement, mais en réalité, Salif était un tendre en réalité. Mais comme je dis, chaque homme a son caractère aussi. Vous voyez. Mais tout partait et revenait, selon Salif, à l'homme. Tout ce qu'on mettait en œuvre, c'était pour la transformation au bonheur de l'homme. Et on ne peut pas le faire sans l'homme non plus. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a, c'est vrai, il a des adversaires, il a des gens qui ne l'aiment pas. Mais il a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de sympathie pour lui. Vous savez, comme disait De Gaulle, un homme d'État, c'est 50% de contempteurs et 50% de partisans. Mais je pense que les partisans de Salif dépassent les 50%. Quel que soit ce que ses adversaires, ou même ennemis siannants, le mot est trop fort à mon avis, quel que soit, nous demeurons donc les propos des adversaires ou des ennemis. Mais Salif au moins fait l'unanimité. Enfin, l'unanimité. Il rassemblait beaucoup de gens autour de ses actions. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, le MPP, le parti sera donc transformé sa douleur en force pour poursuivre son œuvre. Oui. Parce qu'une chose est là. Si nous baissons les bras, si le programme pour lequel nous avons été élus n'est pas réalisé, ça veut dire que c'est une seconde mort de Salif. Oui, et Issa Dominique Konaté, avant de vous laisser partir, est-ce qu'on peut dire, c'est une tautologie certainement, que c'est un vide que cette disparition laisse dans la classe politique au Burkina? Il est manifeste que la disparition de tout être laisse un vide. Et dans le cas spécifique de mon ami et camarade Salif Diallo, je crois que c'était un grand vide. Mais, comme vous savez les lois de la physique, ce grand vide-là, il sera comblé par les grands idéaux qui l'ont toujours animé et tout ce qu'il a pu insuffler comme graine d'inspiration pour cette jeunesse burkinabé, parce qu'il aura été tout le long de son parcours. Je l'ai connu jeune étudiant, scolaire, agitateur, homme d'État, responsable jusqu'à la dernière minute de sa redevabilité vis-à-vis de ceux qui lui ont fait confiance. C'est le dernier message quand on a parlé hier, quand il m'a dit « Je dois revenir dans les circonstances actuelles de ce pays-là ». Alors, je crois que c'est un vide qui sera certainement comblé. Nous sommes tous de passage sur cette terre. Mais l'important, qu'est-ce qu'on aura laissé en héritage? Et quel espoir on aura pu susciter? Et quelle graine on aura pu s'aimer pour qu'elle puisse germer et fleurir? Merci à vous, Issa Dominique Konaté. Je rappelle que vous êtes le 3e vice-président du MPP. Vous êtes économiste, conseiller spécial à la présidence du FASO. Vous êtes venu nous parler un peu du parcours politique et social de Salif Diallo. Salif Diallo qui est décédé ce matin à Paris des suites d'une courte maladie. Et donc, pendant que vous vous retirez, nous allons inviter Mme Juliette Bonkungu du CDP à nous rejoindre et on reste avec vous, Jean-Marc Palme, juste le temps de conclure cette petite partie avant également de vous retirer. Merci pour l'opportunité comme ça. Voilà. Donc, Jean-Marc Palme, aujourd'hui, on peut dire que c'est un vide, mais vous l'avez dit, comment se reconstruire après une telle perte? Non, il faut nécessairement se reconstruire. Autrement aussi, ça veut dire que il ne va travailler pour rien.
Et c'est pour ça que j'estime que le MPP et les différents autres partis doivent se ressaisir, se serrer les coudes afin d'accomplir ce pourquoi nous avons créé le parti. Et je pense que les camarades sauront se ressaisir, les camarades sauront faire preuve de violence sur eux-mêmes pour qu'on perpétue l'œuvre pour laquelle Salif a pratiquement donné sa vie. Parce qu'en fait, il se savait malade, mais il ne prenait aucun repos. Quelque part, je le compare un peu à un homme politique, le colonel qui disait, Ouazin Koulibaly, qui disait à l'hôpital, je me savais très malade, mais la situation était telle que je ne pouvais pas me reposer. Salif se savait malade. Il savait très bien qu'il était son état. Il était conscient. Des risques et des dangers qu'il courait. Des risques et des dangers qu'il courait, mais face à la confiance que les populations ont placée en nous, face aux espoirs et aux attentes des populations, il s'est livré. Donc jusqu'à la fin, il aura été l'homme des idéaux. Jusqu'à la fin, il aura été l'homme des idéaux et l'homme de la pratique et l'homme d'action. Merci à vous, professeur Jean-Marc Palme. Je rappelle que vous êtes historien-chercheur et vous êtes venu également nous parler du parcours politique et social de Salif Diallo. Salif Diallo qui nous a quittés ce matin à Paris. Merci d'être venu. Merci.